Bonjour Nako. Tu peux venir? Mon bébé. Oh mon bébé. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine dernière, que votre semaine a bien commencé du coup lundi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point lecture. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. D'une, parce que ça fait un moment parce que je m'en souviens que j'en ai pas fait monter, mais surtout quand je vois la pile de livres que j'ai à vous montrer. Et il y a des e-books en plus, donc en vrai, donc voilà, donc ça va être une belle vidéo. Je vais pouvoir les ranger aussi, parce que du coup, en fait, je les mets à part quand je les ai lus et que pour justement me souvenir d'en parler pendant la vidéo, ma prochaine vidéo. Et donc du coup, ouais, je vais pouvoir les ranger, ça va faire du bien parce que j'ai du coup des nouvelles sagas. Toujours, il y a toujours des nouvelles sagas. Il y a des fins de saga, il y a un one shot et il y a deux one shots et après le reste, voilà, c'est des sagas et des fins de saga. Donc c'est parti. En tout cas, j'ai des pépites. Je peux vous assurer qu'il y en a, ils sont juste trop bien. Donc j'ai vraiment hâte de vous les partager et il y en a où j'étais un peu déçue, je m'attendais à autre chose, donc on va parler de tout ça, c'est parti. Alors on va commencer, on va dire sur une note négative et puis on va aller sur le positif, comme ça au moins on est bon. On va parler du coup de Pandore, du coup, de Susan Stroke-Chapman, de Michel Lafon. Du coup c'est un peu une réécriture du mythe de Pandore, qui est extrêmement connu. Et du coup en fait celui-ci se passe à Londres en 1799 et en fait on suit une jeune fille dont les parents sont morts. Ils étaient pas archéologues, je sais pas si on peut dire ça, parce qu'ils vendaient surtout des antiquités. Et du coup ses parents sont morts et elle vit avec son oncle qui est vénal, faut dire le mot pur et dur, jusqu'à ce que du coup son oncle reçoit le fameux vase qui va déclencher en fait l'histoire et qui va la faire aussi réagir. C'est une jeune femme qui est coincée un peu dans son temps, c'est-à-dire qu'elle aimerait travailler, elle aimerait devenir créatrice de bijoux, sauf que pour une femme à cette époque-là c'était extrêmement compliqué de travailler. Donc voilà, j'ai été déçue. Pourquoi je l'ai trouvé un peu facile, honnêtement. L'écriture est un peu saccadée. En fait c'est l'écriture qui m'a gênée et je sais pas si moi du coup on me l'avait vendu comme une réécriture du conte et de la légende en fait, du mythe, et pour moi ce n'en est pas vraiment une, c'est plus à la limite une adaptation. Et encore donc voilà, c'est on va dire de tous, c'est ma plus grande déception. Je m'attendais vraiment à autre chose. C'est long par endroits, même si et je pense que c'est aussi c'est ce qui fait que j'ai été autant déçue, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux personnages. Aucun. Vraiment, ils n'ont pas été extrêmement transcendants. On va dire de ceux que j'apprécie le plus, du coup c'est Blake, Pandore Blake, qui du coup est l'héroïne principale, parce que elle veut se battre contre son temps, elle veut travailler, s'émanciper. Donc à la limite c'est la seule chose, on va dire, plus ou moins bien de ce tome-là, de ce roman-là, mais ouais, c'est, on va dire, ma plus grande déception, du coup c'est celui-ci. Après, là, pour les départager, ça va être extrêmement complexe. Donc, on va commencer par les fins de saga. Comme ça, au moins, on est bien. On va commencer par celui-ci, Le règne des chimères, du coup, de la maison d'édition Slalom de Ariel Holz, qui est juste trop bien. D'une, il est magnifique, il faut être honnête, il est toujours aussi beau. Et franchement, c'est juste génial, parce que du coup, sur ce tome-là, on en apprend un peu plus sur les différents mondes. Et on en apprend aussi sur le grand méchant. Il y a finalement un grand méchant. Et ça, franchement, le voir, je m'y attendais pas. Donc on retrouve du coup Ivy, qui a fui du coup les mondes et s'est retrouvée sur Terre. Elle est du coup elle est toujours avec du coup Odd, sauf que leur relation est un peu compliquée puisque du coup lui est en train d'un peu de sombrer dans la folie, et elle veut absolument le protéger tout simplement, et elle se sent extrêmement coupable de ça, jusqu'à ce que on vienne la chercher forcément, parce que c'est une reine, il faut qu'elle s'occupe de son royaume et qu'elle les sauve, chose qu'elle va faire. Elle va du coup s'est décidée à se lancer dans cette guerre, sauf qu'elle sait qu'elle ne peut pas la gagner seule. Elle va donc partir à la recherche d'alliés. Et cette recherche est extrêmement importante. D'une, parce que pour faire cette recherche, elle va devoir on va dire refuser ou ne plus... je sais pas comment l'expliquer. Elle va devoir accepter de perdre une personne chère
pour pouvoir en fait gagner cette guerre, elle va se rendre compte que oui, elle est une princesse, qu'elle le veuille ou non, elle est une reine, elle est un mouvement de liberté pour les royaumes. Et ça, elle va avoir du mal à l'accepter, mais elle va tout faire en fait parce que elle est la seule, du moins pour le moment, à vouloir protéger ces royaumes-là, et elle va les protéger. Elle va tout faire pour que cette guerre s'arrête. Et on va aussi un peu découvrir l'origine de ce monde-là, et honnêtement, voir comment il a été créé, voir les différents mondes, leurs coutumes, et en voir l'origine. Mamma mia, c'est juste magnifique. Franchement, c'est trop beau, je m'y attendais pas. On découvre aussi un nouveau méchant qui finalement était dans l'ombre du premier, donc je m'y attendais pas, et quand on le voit, j'ai fait what, il sort d'où celui-là? Donc en vrai, j'étais extrêmement heureuse, et franchement, c'est une très très belle lecture. Il est juste, voilà, on retombe très facilement dans l'univers. Il est noir, il est glauque, et en même temps on a une lueur d'espoir du coup qui est Ivy, le petit soleil, et franchement j'ai adoré. C'est un univers que je regrette absolument pas d'avoir découvert. Après nous avons The Inheritance Game, le tome 3. Alors il est bien et moins bien. Il y a points positifs et négatifs. Les points négatifs, c'est que j'aurais aimé du coup sur les 4 frères, on n'en voit que 2. C'est très bien parce qu'il y a un triangle amoureux, voilà, patati patata. Mais j'aurais aimé du coup en voir quand même un peu plus Nash qui du coup va étonnamment se retrouver, on va dire, utile, ce qui va lui donner de très bons conseils. J'ai l'impression aussi que c'est un peu un tome où il faut nous obliger à croire qu'elle a fait le bon choix. Je sais pas comment l'expliquer, entre les 2 frères. Et il est un peu, ce tome-là accentue absolument sur ça, et j'ai l'impression que c'est un peu dommage parce que elle a fait un choix certes, mais ils sont pas obligés de nous l'obliger à le concevoir. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc voilà. Et du coup, en fait, dans ce tome-là, on va s'en prendre à son héritage tout simplement, parce que elle va bientôt hériter, elle va avoir bientôt 18 ans, et quelqu'un va vouloir mettre en péril cet héritage-là, elle va devoir comprendre le pourquoi du comment. On découvre aussi comment la famille est devenue aussi riche, d'où vient toute cette richesse-là. Elle n'est pas, on va dire, très propre, il y a du sang dessus. Ils vont la découvrir, et la fin est extrêmement étonnante. A été le plus grand point positif, on va dire, de ce tome-là. C'est la fin qui je m'attendais absolument pas. Et j'ai beaucoup aimé découvrir du coup le passé de la famille. Voilà. Et pour moi, le plus gros point négatif, c'est de vouloir absolument nous obliger à faire croire qu'elle a fait le bon choix. Qu'elle ait fait le bon choix ou pas, elle n'a pas d'importance, elle l'aime, voilà, c'est comme ça. Mais nous obliger à dire oui, c'est bien, elle a choisi lui, et puis il fallait pas douter, et l'autre c'est non. Voilà, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est au choix de chacun. Donc voilà, nous obliger un peu. Donc c'est, on va dire, le plus gros point négatif pour moi, c'est vouloir absolument nous faire comprendre que elle a bien fait de choisir. Et après, nous avons une des bombes de cette point lecture, c'est celui-ci. Alors, Dark Duet. Donc déjà, je vous montre. Ils ont refait la même chose que le premier tome, sauf que du coup, ils ont mis Kate, forcément, hein, vous vous en doutez. Et honnêtement, il est juste magnifique. Franchement, il est sublime. Et sur la haute marche, il y en a 2, et parce qu'ils sont impossibles à départager, et il en fait partie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on retrouve Kate, qui du coup est à... elle est pas à Veracity. Ah, je me souviens plus du nom. Bref, elle est dans l'autre ville du coup, où finalement cette ville-là est, on va dire, exempte de monstres. Du moins, c'est ce que le gouvernement en place veut faire croire. Les peu qu'il y a d'attaques, en fait, ils les font passer pour des accidents ou autres. Elle s'est trouvée une petite bande qui l'aide en fait à... on va dire chasser ces monstres. Du coup, elle est devenue chasseur de monstres, tueuse. Chose que c'était impensable avant à Veracity. Donc voilà. Et en fait, le jour d'une chasse, en fait, elle va découvrir un monstre. Et sans faire exprès, elle ramène ce monstre-là du coup à Verity. Donc elle va devoir choisir, et donc elle va retourner dans la ville passée, chose qu'elle voulait absolument fuir pour pouvoir combattre ce monstre-là. Sauf que elle y retourne. Et quand elle y retourne, grosse surprise, parce que Auguste du coup a abandonné toute sa partie humaine.
c'est ce qui faisait de lui, on va dire, un personnage si spécial ou aussi attachant aussi. C'est que bah, du coup il l'a abandonné pour pouvoir devenir ce que tout le monde attendait de lui en fait, tout simplement, bah tuer les pêcheurs, aider à ce que les monstres meurent en fait, tout simplement. Sauf qu'en faisant ce choix là, et ben, il n'a plus du coup cette humanité. Et je comprends aussi pourquoi il l'a fait, parce qu'en fait il a voulu absolument créer sa carapace en fait. Il n'arrive pas à assumer et à vivre avec le fait qu'il ait tué son frère. Et ça, il a beaucoup de choses. Il n'arrive pas non plus à digérer ce qui s'est passé avec sa sœur, qui du coup bah, a pu sa voix aussi. Donc voilà. Donc on voit du coup, comme dans le premier tome, bah, les deux points de vue de ces deux personnages-là, qui quand ils se retrouvent, leur retrouvaille est explosive, faut être honnête. Mais elle va permettre aussi à Auguste de retrouver ce qui lui manquait, ce qu'il avait perdu en quelque sorte, puisque bah, Kate va rallumer la flamme de l'humanité qu'il avait en lui en fait, tout simplement. Donc c'est extrêmement important. Ils vont se lancer du coup à la poursuite de ce nouveau monstre qui apparaît dans ces pages. Comment il apparaît? En fait, il y a 2-3 pages où bah, on l'entend parler, on voit ses pensées et c'est extrêmement perturbant, honnêtement. Mais c'est ce qui fait toute la magie et la beauté de ce bouquin en fait, c'est qu'on est sur cette fine ligne entre le perturbant et le malsain, et entre le bon, le mauvais, entre le gris, le blanc, le noir. On est en fait sur cette fine ligne là. On voit aussi, voilà, on voit les pensées. Putain, j'ai oublié son nom, j'ai l'ai sur le bout de la langue. Je vais le retrouver. Hein. Du Malakai, et j'ai oublié son prénom. J'y arrive pas. Bon, du coup qui le bras droit du coup de son père, qui du coup a repris, on va dire, le territoire de son ancien maître, et on voit en fait, il apparaît dans ces pages là parce qu'on le voit du coup ses pensées, et c'est tout aussi perturbant. C'est un grand méchant qui finalement va avoir un petit peu peur, il va avoir sa petite frayeur, et le voir et l'entendre, et bah en fait il paraît, ce qu'il déteste le plus c'est les humains et leur humanité, et finalement bah, on voit qu'il en a un petit peu, du moins la partie la plus noire de notre âme, c'est lui. Et en fait du coup bah, c'est comme si bah, notre âme la plus noire, tout ce qu'on pouvait avoir de plus noir en nous en fait était vivant, et on l'entend parler, penser exactement comme nous, et ça c'est extrêmement intéressant, et j'ai adoré pouvoir voir ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une petite bombe, parce que l'ambiance est totalement différente du tome 1, je vais être honnête, mais elle est, voilà, on navigue toujours sur cette fine ligne là, et c'est cette fine ligne là qu'il faut toujours choisir entre soit on reste dessus, soit on va à droite, à gauche, qu'est-ce qu'on fait, choisit le bien, le mal, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal aussi. C'est les fameuses questions de ce bouquin-là. Après, j'ai 2 nouvelles sagas. Donc, nous avons De Lune et de Sang, du coup, de Erin Betty. Pareil, c'est Lumen qui le sort. C'est une très belle lecture. Honnêtement, je me suis pas mal amusée. On suit, du coup, en fait, un univers, en fait, où, bah, il y a les adorateurs du soleil et il y a les adorateurs de la lune qui sont un peu mis à l'écart, tout simplement parce que bah, les gens sont persuadés qu'ils pratiquent la sorcellerie et tout ça. Et donc du coup en fait dans cette ville là, il y a Catherine qui en fait est une jeune orpheline qui du coup en fait vit avec le grand maître architecte de la ville qui est en train de construire un nouveau monument, et en fait elle est ses petites mains en quelque sorte, parce qu'elle grimpe, excusez-moi, tous les échafaudages pour voir s'il y a le moindre souci, s'il y a le moindre défaut et autres, et donc du coup elle l'aide à éviter tout accident mortel jusqu'au jour où elle pratiquement morte. Elle est sur le point de mourir, et en fait elle va être sauvée par la lune, et c'est là en fait c'est une quête en fait tout simplement de soi, parce que du coup elle va devoir chercher ses origines, et on a aussi le thème des maladies mentales qui est abordé,
et ce qui est extrêmement bien écrit, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. La place de la femme aussi y est dite, et franchement, j'ai beaucoup aimé, parce que du coup, il y a une enquête policière, parce qu'il y a des meurtres, et elle va les aider à résoudre, mais du coup, en fait, voilà, tout est mélangé, et c'est mélangé avec brio. C'est une belle, ça fait d'une belle couleur, une belle harmonie que j'ai extrêmement adorée. J'ai hâte de voir la suite, parce qu'il y a une suite, voir ce que ça donne en tout cas, parce que c'est tellement bien écrit que normalement la suite devrait être tout aussi géniale, vraiment, ou encore mieux, parce que du coup elle apprend qui elle est, et c'est une découverte d'elle-même. Quand elle va apprendre qui elle est, j'aimerais bien voir comment elle va réagir du coup à ces nouvelles-là, et comment elle va les appréhender. Donc voilà, mais j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça donnait. En tout cas, il est juste magnifique. L'univers est assez impressionnant. L'angoisse de l'enquête policière et des meurtres est là. C'est un peu comme un épisode d'Esprit criminel, je sais pas si vous connaissez, il y a une petite touche de ça dedans qui est extrêmement... Ouais, parce que certains épisodes peuvent être assez perturbants, et c'est le cas pour celui-ci à certains moments où... Ouais, c'est un peu perturbant, et voilà, c'est pas un polar, mais il y en a une petite touche qui est extrêmement bien ajoutée à la fantasy. En tout cas, c'est super bien écrit. Et après, nous avons cette beauté-là, du coup, une magie teintée de poison, du coup, de Stardust de Judy Lin. Magnifique, franchement, pure merveille. C'est une petite bombe aussi, du coup. On suit Ning, qui est du coup l'aînée de elle a une petite sœur. Sa mère est morte, et sa mère a été, on va dire, une artisane du thé. C'est-à-dire qu'elle a été capable de prédire l'avenir, de soigner les gens et autres avec les préparations de thé. Et en fait, le thé fait partie, et la chose la plus importante de ce tome-là, puisque du coup, en fait, il est élevé à un rang d'art magique qui est extrêmement important. Je suis très fan de thé, donc c'est pour ça d'autant plus que je l'ai lu. Et la couverture, parce qu'il faut être honnête, la couverture est magnifique. Et sa petite sœur est malade, elle va donc se décider à aller au palais pour pouvoir du coup, on va dire, gagner la nouvelle compétition qui est en place, pour pouvoir du coup devenir conseillère de la nouvelle princesse qui va devenir reine. Et elle va, en gagnant ce concours, elle va avoir une faveur, et donc du coup elle espère pouvoir guérir sa sœur de la fameuse maladie qui est en train de ravager le royaume. Sauf qu'elle va se retrouver au palais, et qui dit palais dit forcément complot, secret, révélation, chose que l'on a en cascade dans ce tome-là, autant sur sa famille que le complot qui est en place pour la princesse, parce que c'est une femme, beaucoup d'hommes ne veulent pas d'une princesse au royaume, à la tête du royaume, et ça va être le cas dans ce tome-là. Donc elle va devoir choisir, elle va devoir faire son camp, elle va choisir celui de l'un ou de l'autre, soit de la princesse, soit du nouveau grand méchant qui veut absolument récupérer son royaume. Et du coup, en fait, on va aussi découvrir tout l'art du thé qui est mis en place, toute la magie qui est mise à côté, tout ce qui peut apporter les bénéfices, tout comme les négatifs, tout comme la maladie, le poison, parce que le thé c'est bon, ça réchauffe, mais ça peut aussi tuer. Donc voilà, et c'est extrêmement bien écrit. Franchement, cette bombe colorée que l'on voit là est tout aussi colorée à l'intérieur, parce que c'est juste magnifique. Les descriptions, on imagine absolument sans mal l'univers. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, qui pour le coup, avec une fin comme on a eu, on ne peut avoir qu'une suite, c'est obligé, parce que sinon ça va être très compliqué de pouvoir survivre. Ensuite, j'ai lu celui-ci. Du coup, Belle Morte, c'est un nouveau Twilight, du coup, en quelque sorte. Oui et non, puisque du coup, les vampires, du coup, sont et vivent à la lumière du jour. Tout le monde sait qu'ils existent. Ils sont donc, du coup, élevés au rang de stars, tout simplement. Et ils vivent chacun dans des maisons. En quelque sorte, c'est un peu comme des fraternités, voilà. Et en fait, des humains acceptent tout simplement de devenir des donneurs, c'est-à-dire un peu des frigos sur pattes pour eux. Et donc du coup ça évite aux vampires du coup de chasser ou autre. Donc on va suivre l'histoire du coup d'un de ces donneuses pour le coup, qui va rentrer dans la maison du coup Belle Morte, qui s'appelle, pour pouvoir en fait savoir ce qui s'est passé avec sa sœur. Et c'est une jeune fille qui déteste les vampires au plus haut point, jusqu'à ce qu'elle rencontre le fameux vampire qui va lui faire comprendre que finalement ils ne sont pas tous aussi méchants qu'ils ne puissent paraître ou ce qu'elle pensait. Et du coup elle va aussi
absolument chercher à savoir ce qui s'est passé pour sa sœur. Elle va découvrir le côté négatif de ces maisons-là, toutes leurs histoires cachées, et elle va aussi apprendre à connaître les vampires tout simplement, parce qu'ils ne sont pas du coup finalement ce qu'elle pensait qu'ils pouvaient être. Donc en vrai c'est extrêmement... Voilà. Ça reste du Twilight, c'est une belle lecture, ça se lit facilement, mais c'est pas le coup de cœur de l'année ou l'histoire de ma vie ou autre, donc voilà. C'est une belle lecture, j'ai passé un bon moment, mais ça s'arrête là. Je lirai la suite, parce que bah c'est addictif quand même. Et je voudrais savoir ce qui s'est passé, parce que bah vu la fin, on se dit que ça va être une catastrophe. Donc voilà, mais c'est pas genre ma lecture du mois, ça restera pas celle-là. Non, c'est pas elle qui va on va dire viendrait en tête quand je disais ah en février j'ai lu ça, ah c'était Belle Morte, non c'est pas lui. Et j'ai celui-ci, Et si je te dis, du coup, de André Martin, qui est une petite bulle d'amour. On parle de harcèlement, donc faut faire attention, c'est prévenu dès le début et je trouve ça très bien. On suit une jeune fille du coup qui va se reconstruire, et elle va se reconstruire grâce à, on va dire, à une amitié virtuelle, mais aussi grâce à des amis, les premiers qu'elle se fait en arrivant dans le nouveau lycée dans lequel elle arrive suite à son harcèlement. On va la voir grandir, prendre confiance en soi, aimer, ce qui est extrêmement beau, autant aimer amoureusement que aimer avec des amitiés. On va la voir grandir, on va la voir accepter qui elle est, ce qu'elle peut ressentir. Donc voilà, c'est une petite bulle de douceur qui fait du bien, qui pour la Saint-Valentin elle est extrêmement agréable à avoir. Donc ouais, c'est une belle lecture, une belle surprise. Donc je l'avais mise dans ma pile à lire pour la Saint-Valentin et c'est une très belle surprise et une très belle découverte pour moi. Donc ouais, c'est une petite bulle de douceur qui fait du bien des fois entre deux lectures. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu. Si, que par exemple moi, par exemple Belle Morte, c'est pas mon coup de cœur de l'année. Si au contraire vous, c'est waouh, le nouveau Twilight, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, si je devais en choisir, oh punaise, ça va être compliqué. On va dire que, ouais, ces quatre là, du coup, 2 lunes et 2 sang, une magie teintée de poisson, un Dark Twilight, le Reine des chimères, sont les 4 qui font partie sur mon podium avec, on va dire, en première position, du coup, ces deux-là. La troisième, lui, et la deuxième, lui, et la troisième, ça sera 2 lunes et 2 sang. Et puis, bah, la petite surprise, on va dire, de ces lectures-là, ça sera Et si je te dis, qui me fait, qui fait du bien au petit cœur. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus ou pas. Et moi, je vous dis, du coup, à la semaine prochaine. Bye bye!